Le désert n'a pas de porte, pas de mur, pas de plafond. Pourtant, dès les premières secondes de The Cell, il ressemble déjà à une prison. Une femme vêtue de blanc avance à cheval sous une lumière irréelle. Autour d'elle, le sable paraît infini, les arbres semblent morts depuis des siècles, et quelque part dans ce paysage impossible, se cache un enfant qui refuse de revenir dans le monde réel. Cette femme, c'est Catherine Diane. Elle n'est ni exploratrice, ni guerrière, ni apparition sacrée, même si l'image pourrait nous le faire croire. Catherine est psychologue, et ce désert n'existe que dans l'esprit d'un garçon plongé dans le coma. Voilà la première règle du film. Ici, un cerveau n'est pas seulement un organe, c'est un territoire. Il possède son climat, ses monstres, ses palais, ses passages secrets. Il peut accueillir un visiteur ou le garder prisonnier. Catherine travaille dans un centre de recherche dirigé par les docteurs Henry West et Miriam Kent. Leur équipe expérimente une technologie capable de synchroniser deux consciences. Le patient et le thérapeute sont installés dans des combinaisons rouges parcourues de connexion, suspendus dans une salle stérile, puis reliés à une machine qui transforme l'activité mentale en espace partagé. Le principe tient presque du miracle scientifique. Catherine peut entrer dans l'univers intérieur d'une personne incapable de communiquer. Son patient s'appelle Edward Baines. Une maladie l'a enfermé dans un état catatonique, et ses parents financent le programme dans l'espoir de le retrouver. Dans son esprit, Edward peut parler, jouer, créer des paysages et reconnaître Catherine. Mais il reste terrifié par une figure qu'il appelle Mokiloc, une présence qui domine son monde et l'empêche d'avancer. Catherine ne veut pas seulement observer ce garçon, elle veut lui offrir une sortie. Le problème, c'est que la technologie ne fonctionne que dans une direction. Catherine entre chez Edward, mais Edward ne peut pas entrer chez elle. Elle propose donc d'inverser le transfert, de l'amener dans son propre esprit, dans un environnement qu'elle pourrait contrôler. Henry West refuse. Personne ne sait ce qu'un cerveau étranger pourrait provoquer une fois introduit dans la conscience du thérapeute. Le centre prétend chercher une guérison, mais il reste prisonnier de sa prudence, de ses protocoles et de sa peur de perdre le contrôle. Cette tension révèle déjà l'essentiel de Catherine. Elle possède une forme d'empathie dangereuse. Elle ne regarde pas les blessures depuis l'extérieur. Elle s'en approche jusqu'à risquer de les absorber. Jennifer Lopez joue cette détermination sans agitation inutile. Catherine parle doucement, observe longtemps et semble toujours chercher la personne cachée derrière le symptôme. Dans un autre film, cette qualité serait simplement admirable. Dans The Cell, elle va devenir une faille par laquelle l'horreur pourra entrer. Pendant que Catherine tente de sauver un enfant enfermé dans son propre silence, un autre enfermement se prépare. Karl Rudolf Starger enlève de jeunes femmes et les emprisonne dans une cellule de verre installée dans un lieu inconnu. Le mécanisme est automatisé. Après une période déterminée, l'eau commence à tomber, le niveau monte et la victime comprend que personne ne viendra ouvrir la porte. Starger ne cherche pas une confrontation. Il construit un processus dont il contrôle chaque étape, comme si la mort devait obéir à une mise en scène parfaitement réglée. Le film ne présente pas Karl comme un criminel flamboyant qui veut défier la police. Il agit dans la solitude, entouré de machines, d'enregistrements et d'objets qu'il transforme en éléments de rituel. Ses victimes deviennent, dans sa logique, des figures immobiles qu'il peut posséder. Vincent D'Onofrio donne au personnage une lourdeur étrange. Karl paraît parfois absent de son propre corps, comme si quelque chose, derrière ses yeux, préparait déjà le royaume monstrueux que nous découvrirons plus tard. Sa nouvelle captive s'appelle Julia Hickson. Elle se réveille dans la cellule sans savoir où elle se trouve. Les parois transparentes lui permettent de voir les canalisations, les caméras et les équipements qui l'entourent, mais aucun visage humain. Elle peut crier, frapper, chercher une faiblesse. La pièce reste indifférente. C'est ce qui rend le piège si cruel. La cellule ne ressemble pas à un cachot ancien. Elle ressemble à un dispositif conçu avec méthode, entretenu avec patience, puis abandonné à son programme. À l'extérieur, les agents du FBI Peter Novak et Gordon Ramsay poursuivent Starger depuis assez longtemps pour comprendre son cycle. Ils savent que le corps retrouvé n'est probablement pas la fin d'une série, mais le signal qu'une autre femme a déjà été capturée. Chaque indice devient donc une mesure du temps restant. La police ne cherche pas seulement un meurtrier,
Elle cherche une pièce invisible avant que son mécanisme n'arrive au terme prévu. Peter Novak porte cette urgence d'une manière particulière. Il n'est pas présenté comme un héros invincible. Il semble fatigué, irrité par les limites de l'enquête, mais incapable de se détacher des victimes. Là où Ramsey conserve davantage la distance professionnelle de l'agent, Novak laisse la colère contaminer son raisonnement. Il connaît le rituel de Stargher, imagine ce que vit la captive, et comprend que l'échec ne produira pas seulement un nouveau dossier. Il produira une mort qu'ils auront vu venir. Les enquêteurs finissent par remonter jusqu'à Carl. L'approche devrait être le moment de la victoire. Une adresse, une équipe prête à intervenir, un suspect enfin localisé. Mais Ussel retire immédiatement cette satisfaction. Lorsque les agents entrent chez lui, ils découvrent un homme vivant, mais inaccessible. Carl a subi une crise neurologique qui l'a plongé dans un coma profond. Le tueur est là. Son corps peut être arrêté, surveillé, examiné. Pourtant, l'information essentielle a disparu derrière ses paupières. Julia reste enfermée quelque part et le seul homme qui connaît l'emplacement de la cellule ne peut plus parler. Cette idée donne au film sa véritable puissance. L'enquête policière ne s'arrête pas parce que le criminel s'est échappé. Elle s'arrête parce qu'il est devenu une porte fermée. Les agents peuvent fouiller sa maison, étudier ses objets, analyser ses habitudes, mais le lieu de captivité n'apparaît nulle part. Le temps continue de s'écouler pendant qu'ils inspectent un corps incapable de répondre. C'est à ce moment que deux films qui semblaient avancer en parallèle commencent à se rejoindre. D'un côté, Catherine expérimente une méthode pour entrer dans l'esprit d'un patient. De l'autre, le FBI possède un suspect dont l'esprit contient la seule piste capable de sauver Julia. La technologie du centre n'a pas été conçue pour interroger des criminels. Catherine n'a jamais pénétré la conscience d'un adulte violent. Et surtout, aucun membre de l'équipe ne peut garantir qu'un visiteur ressort intact d'un monde mental hostile. Novak se rend au centre avec une demande qui dépasse toutes les limites prévues. Il ne veut pas que Catherine soigne Carl Stargher. Il veut qu'elle entre dans son inconscient, qu'elle traverse ses souvenirs et ses fantasmes, puis qu'elle trouve une adresse avant que Julia ne se noie. Henry West et Miriam Kent mesurent immédiatement le danger. L'esprit d'Edward était celui d'un enfant malade, rempli de peur, mais encore capable de confiance. Celui de Carl a organisé des meurtres, construit un rituel, transformé des femmes en objets et probablement élevé ses pulsions au rang de loi intérieure. Entrer là-dedans, ce n'est pas visiter un rêve. C'est accepter que toutes les règles du monde soient dictées par un homme qui n'a jamais supporté qu'on lui résiste. Catherine écoute pourtant la demande jusqu'au bout. Elle sait que la procédure peut la désorienter. Elle sait aussi que les images rencontrées dans un esprit ne disparaissent pas forcément lorsque la machine s'arrête. Mais face à elle, Novak ne parle pas d'une expérience scientifique. Il parle d'une femme encore vivante, seule dans une pièce qui se remplira d'eau. Le choix paraît alors moralement simple et humainement terrible. Refuser, c'est se protéger en laissant Julia aux mains d'un mécanisme déjà lancé. Accepter, c'est ouvrir sa conscience à Carl Stargher sans savoir quelle partie de lui l'attend de l'autre côté. Tarsem Singh, pour son premier long-métrage, construit ce passage comme un changement de juridiction. Jusqu'ici, la police contrôlait l'enquête et les médecins contrôlaient la machine. À partir du moment où Catherine accepte, plus personne ne contrôlera réellement le terrain. Le film pourra quitter les couloirs cliniques, les rapports du FBI et les chambres ordinaires pour pénétrer dans un univers où le traumatisme devient architecture, où le désir prend la forme d'un costume et où la peur possède un trône. Catherine se prépare. On installe les connexions, on vérifie les constantes, on immobilise son corps près de celui de Stargher. Dans la salle d'observation, les scientifiques surveillent des chiffres. Novak attend une réponse. Julia, elle, ne sait même pas que quelqu'un s'apprête à la chercher dans l'endroit le plus dangereux possible. La machine s'active et pour la première fois, Catherine Dean ne va pas entrer dans l'esprit de quelqu'un qui espère être sauvé. Elle va entrer dans l'esprit d'un homme qui a construit tout un monde pour que personne n'en ressorte. Lorsque Catherine ouvre les yeux, le monde réel a disparu. Il n'y a plus de laboratoire, plus de médecins derrière une vitre, plus de Peter Novak attendant une adresse. Les câbles, les combinaisons rouges et les écrans de contrôle se sont dissous. À leur place s'étend une architecture noire,
immense et presque os organique, comme si des couloirs avaient poussé à l'intérieur d'une blessure. Catherine ne tombe pas dans un rêve ordinaire, elle descend dans un système. Tout autour d'elle semble construit pour désorienter. Les pièces s'emboîtent sans logique, les passages changent d'échelle, les murs paraissent tantôt industriels, tantôt vivants. De l'eau stagne au sol, l'humidité couvre les surfaces, des insectes traversent la matière sombre. Le décor ne cherche pas à imiter la réalité, il traduit les sensations de Karl Starger, la honte, la peur, le désir de contrôle et les souvenirs fragmentés sont devenus des lieux que Catherine peut désormais parcourir. Elle comprend immédiatement que cet esprit ne l'accueille pas comme celui d'Édouard. Chez le garçon catatonique, Catherine était une présence reconnue. Édouard lui construisait des images, lui offrait un cheval, lui permettait de partager son désert. Ici, rien n'a été préparé pour elle. Elle est une intrusion. Une chose étrangère vient de pénétrer dans un royaume qui ne tolère aucun témoin. Une silhouette animale traverse les ténèbres, puis disparaît entre les compartiments. Catherine avance avec prudence. Elle écoute. Au milieu des bruits indistincts, elle entend les pleurs d'un enfant. Ce son change tout. Elle n'est pas venue chercher l'enfance de Karl. Sa mission consiste à retrouver Julia Hickson, mais son instinct de thérapeute prend immédiatement le dessus. Derrière le tueur adulte, derrière la mécanique des enlèvements et la cellule de verre, il existe encore un garçon terrifié. Catherine suit ses pleurs parce qu'elle sait qu'un enfant caché au centre d'un traumatisme conserve parfois des vérités que l'adulte refuse de regarder. Elle aperçoit enfin le jeune Karl. Il se tient dans une pièce étroite auprès d'un cheval. L'animal offre une douceur presque impossible dans cet environnement. Sa présence rappelle Edward et crée un lien entre les deux garçons. Chacun a produit, dans son monde intérieur, une créature représentant une forme de confiance et de liberté. Mais chez Karl, cette douceur ne peut pas durer. Catherine ne se précipite pas vers l'enfant. Elle approche le cheval, le touche calmement et laisse le garçon l'observer. Sa méthode repose sur la patience. Elle ne demande pas immédiatement où se trouve Julia. Elle essaye d'abord de montrer qu'elle ne représente pas une menace. Le jeune Karl reste silencieux. Il regarde Catherine, puis détourne les yeux vers un mécanisme qui compte le temps. Dans cet univers, même les souvenirs d'innocence sont soumis à une minuterie. Le garçon semble savoir qu'une catastrophe approche. Catherine, elle, ne comprend pas encore le signal. Un bruit retentit au-dessus d'eux. Karl se jette soudain sur elle et la pousse. Des panneaux transparents s'abattent autour du cheval, divisant son corps en sections parfaitement séparées. L'image est brutale, mais sa précision la rend encore plus dérangeante. Il ne s'agit pas d'une explosion chaotique. C'est une opération propre, froide, presque muséale. Un être vivant vient d'être transformé en objet d'exposition. Le jeune Karl ne réagit presque pas. Il savait que cela allait arriver. Cette absence d'étonnement est peut-être plus importante que l'image elle-même. L'enfant a appris que tout ce qu'il aime peut être détruit. Il a également appris que la seule manière de survivre consiste à reconnaître les signes avant les autres, à anticiper la punition et à se cacher avant que le piège ne se referme. Il vient pourtant de sauver Catherine. Ce geste prouve qu'une partie de Karl Starger distingue encore l'innocence de la menace. L'enfant ne parle pas, mais il refuse de laisser Catherine être découpée avec le cheval. Son premier acte envers elle n'est donc pas une attaque, c'est une protection. Puis il s'enfuit. Catherine le poursuit à travers le labyrinthe, mais elle perd rapidement sa trace. Le garçon connaît les passages parce qu'ils sont faits de ses propres souvenirs. Catherine, au contraire, doit comprendre un espace où les distances ne signifient rien. Elle monte, rampe, tourne et traverse des pièces qui semblent conduire partout sauf vers une sortie. Le film donne ici une forme concrète à l'esprit dissocié de Karl. Les différentes parties de sa personnalité ne communiquent pas librement. Elles vivent dans des chambres séparées. L'enfant se cache. Les victimes sont conservées ailleurs. Le monstre règne au centre. Entre eux s'étend un réseau de couloirs conçus pour empêcher la douleur d'atteindre la conscience principale. Catherine découvre bientôt que le cheval n'était qu'un avertissement. Elle ouvre un passage et libère une femme à la peau pâle, vêtue comme une poupée cérémonielle. Pendant un instant, Catherine pourrait croire qu'elle vient de retrouver l'une des victimes. Mais cette femme n'attend pas d'être secourue. Elle attaque.
Dans la conscience de Stargurr, les victimes n'existent plus comme des individus capables de raconter ce qu'il leur a fait. Elles ont été remodelées selon son désir. Elles sont devenues des gardiennes de sa forteresse mentale, des corps privés de volonté, rangés dans un univers où Carl décide de leur posture, de leur apparence et de leur fonction. C'est la forme ultime de sa violence. Dans le monde réel, Stargurr enferme les femmes dans une cellule et contrôle le moment de leur mort. Dans son esprit, il va encore plus loin. Il efface leur identité et transforme leurs souvenirs en possession. Même après leur disparition, elles ne peuvent pas lui échapper. Elles restent exposées dans les compartiments de son imaginaire comme des figurines appartenant à une collection. Catherine est maîtrisée et entraînée plus profondément dans le labyrinthe. À travers sa perception troublée, elle aperçoit d'autres femmes. Elles restent immobiles, indifférentes ou soumises, comme si elles avaient accepté depuis longtemps que ce monde ne leur appartenait plus. Chacune rappelle un crime, mais Carl les a privées de leur histoire. Elles ne portent plus le nom que leur famille utilisait. Elles sont devenues des éléments de décor dans le théâtre privé de leurs meurtriers. C'est ici que la mission de Catherine devient plus dangereuse qu'une enquête classique. Un policier peut examiner les preuves laissées par Stargurr, mais Catherine voit la manière dont il les a intégrées à son identité. Elle ne découvre pas seulement ce qu'il a fait. Elle découvre le pouvoir qu'il s'est attribué en le faisant. Au centre de ce monde se trouve un trône. La femme qui transporte Catherine la dépose devant lui. Une silhouette se lève lentement. D'immenses étoffes rouges semblent prolonger son corps, tandis que des anneaux attachés à sa chair soutiennent son manteau. L'homme qui apparaît possède le visage de Carl Stargurr, mais il ne ressemble pas au corps comateux étendu dans le laboratoire. Ici se tient le roi Stargurr. Il est la version de Carl qui ne connaît ni impuissance ni honte. Il ne subit rien, il décide de tout. Sa taille, ses vêtements et la mise en scène de son apparition transforment sa présence en autorité absolue. Dans ce royaume intérieur, il n'est pas un homme malade capturé par le FBI. Il est un dieu entouré de créatures qu'il a façonnées. Le contraste avec le jeune Carl est total. L'enfant se cache dans les coins, surveille les minuteries et fuit avant l'arrivée du danger. Le roi, lui, occupe le centre. Il attire tous les regards et impose les règles. L'un porte la mémoire de la victime, l'autre incarne la promesse qu'il ne sera plus jamais victime de personne. La monstruosité de Stargurr apparaît alors comme une construction. Le garçon humilié n'a pas disparu en devenant adulte. Il a créé une figure assez puissante pour écraser sa peur. Mais cette figure ne s'est pas contentée de protéger l'enfant. Elle a pris possession de tout l'esprit, puis a reproduit la violence sur d'autres êtres humains. Lorsque le roi remarque Catherine, elle comprend qu'elle ne pourra pas lui parler comme à un patient ordinaire. Il ne reconnaît aucune autorité extérieure. Il la regarde comme une nouvelle chose arrivée dans son domaine, une présence qu'il pourrait examiner, transformer ou ajouter à sa collection. Catherine déclenche aussitôt son dispositif de sortie. Son corps se réveille dans le centre de recherche, mais son retour ressemble moins à un réveil qu'à une expulsion. Elle respire difficilement. Le froid semble encore accroché à sa peau. Pendant quelques secondes, le laboratoire paraît presque aussi irréel que le monde qu'elle vient de quitter. Henry et Myriam étudient ses réactions neurologiques. Ils savent qu'elle a dépassé le niveau d'implication habituel. La machine peut mesurer son activité cérébrale, mais elle ne peut pas montrer exactement ce que Catherine a ressenti lorsqu'elle s'est trouvée devant le roi. Elle n'a obtenu aucune adresse. Pour Novak, c'est l'unique résultat qui compte immédiatement. Julia est toujours enfermée et les heures restantes continuent de diminuer. Mais Catherine rapporte quelque chose que les agents ne pouvaient pas découvrir dans la maison de Stargurr. Son esprit est divisé. Il existe un Carl enfant, et cet enfant l'a sauvée. Catherine pense qu'elle peut établir un lien avec lui. Novak entend surtout qu'une seconde tentative sera nécessaire. La différence entre eux commence à se dessiner. Pour l'agent, le jeune Carl est peut-être un moyen d'atteindre l'information. Pour Catherine, il est déjà une personne prise au piège, même si cette personne appartient à l'homme qui a condamné Julia. Cette compassion ne signifie pas qu'elle excuse les meurtres. Elle signifie qu'elle cherche la structure qui les a rendus possibles. Catherine comprend que demander directement au roi où se trouve la cellule ne servira à rien. Il contrôle cet univers précisément parce qu'il ne veut rien céder.
L'enfant, en revanche, connaît les passages. Il connaît la peur. Il sait où se cachent les choses que le roi veut posséder. Mais retourner le voir obligera Catherine à aller plus loin. La première plongée lui a permis de rester consciente de la frontière entre les deux mondes. Elle savait encore qu'elle possédait un corps dans le laboratoire et qu'un simple geste pouvait la ramener. La prochaine fois, Stargurr saura qu'elle est là. Le roi ne sera plus surpris par son arrivée. Il pourra préparer son monde contre elle. Et surtout, Catherine devra résister à une tentation très précise, celle de croire que sauver le jeune Karl est aussi urgent que sauver Julia. Dans le monde réel, l'eau attend. Dans l'esprit de Stargurr, l'enfant aussi. Catherine revient du premier voyage avec une certitude et un problème. La certitude, c'est que Karl Stargurr n'est pas une présence unique dans son propre esprit. Il existe un enfant qui se cache, un adulte qui conserve les souvenirs, et une figure souveraine qui domine tout le reste. Le problème, c'est que Catherine n'a toujours aucune idée de l'endroit où Julia est retenue. Novak ne peut pas se permettre de considérer cette découverte comme un progrès abstrait. Chaque minute passée à étudier la personnalité de Stargurr est une minute retirée à Julia. Pourtant, il voit aussi l'état de Catherine. Elle est revenue glacée, secouée, presque incapable de rester près du corps du tueur. Pour la première fois, l'agent comprend que la machine ne transforme pas le danger en simple image. Catherine ressent ce qu'elle traverse, et la frontière entre observation et participation peut céder. Elle retrouve Edward, son jeune patient, comme on revient dans une pièce connue après avoir aperçu un gouffre. Auprès de lui, le silence n'a pas la même signification. Edward est inaccessible, mais Catherine continue de croire qu'une personne l'écoute derrière l'immobilité de son corps. Cette conviction explique pourquoi elle ne peut pas réduire le jeune Karl à un fragment inutile. Si elle admet qu'Edward existe encore dans son coma, elle doit également admettre qu'une part de Karl existe toujours derrière le roi. Novak l'écoute, mais leur désaccord dépasse la méthode. Catherine pense qu'un être humain peut se diviser pour survivre, qu'une partie honteuse ou blessée peut rester enfouie sous une personnalité monstrueuse. Novak voit surtout les femmes mortes. Pour lui, l'enfance de Stargurr peut expliquer une origine, jamais effacer une responsabilité. Les deux ont raison sur un point différent et le film refuse encore de choisir confortablement entre eux. Catherine ne cherche pas à innocenter le meurtrier. Elle cherche le seul interlocuteur susceptible de l'aider. Le roi n'a aucune raison de livrer Julia. Il considère ses victimes comme des possessions. L'enfant, en revanche, a sauvé Catherine du piège qui a détruit le cheval. Il connaît la peur, la honte et peut-être le remords. S'il existe une porte vers la captive, elle passera probablement par lui. Avant de repartir, Catherine réclame la présence de Valentine, le chien blanc de Stargurr. Dans le monde réel, l'animal est l'un des rares êtres auxquels Karl semble avoir accordé une affection sans mise en scène. Catherine espère utiliser ce lien comme un fil conducteur. L'idée est simple, dans un esprit gouverné par des symboles, la confiance peut prendre une forme reconnaissable. La seconde connexion commence pourtant par une tromperie. Catherine croit un instant se trouver encore dans le laboratoire. Les lumières vacillent, les dimensions changent, les murs s'éloignent. Ce faux réveil lui rappelle que Stargurr peut reproduire le décor du réel et l'utiliser contre elle. Lors de sa première entrée, Catherine savait où le rêve commençait. Cette fois, elle découvre que la frontière peut être déplacée sans qu'elle s'en aperçoive. Elle chute à travers une cavité immense, entourée de structures qui ressemblent à des cages thoraciques, des cocons ou des tombeaux. Le monde ne se contente plus d'être sombre. Il semble digérer ceux qui y pénètrent. Lorsque Valentine apparaît enfin, son corps blanc offre un repère familier. Mais même ce repère se transforme. Les contours du chien deviennent un paysage, puis une maison isolée. Catherine vient de trouver l'origine. À l'intérieur, le jeune Karl lave la vaisselle en surveillant l'heure. Chaque mouvement est précis, rapide, silencieux. Ce garçon ne participe pas à une tâche domestique ordinaire. Il prépare la maison pour l'arrivée d'un danger quotidien. Son regard vers l'horloge révèle une enfance organisée autour de l'anticipation. Savoir quand son père reviendra, deviner son humeur, supprimer toute trace qui pourrait déclencher sa colère. Catherine se place à ses côtés et l'aide. Pour établir un lien durable, elle lui offre un petit miroir capable de projeter de la lumière, semblable à l'objet utilisé avec Edward. Ce cadeau n'est pas seulement affectueux,
Il doit permettre à Karl de signaler sa présence lorsqu'il aura besoin d'elle. Dans cet univers où les couloirs séparent les fragments de sa personnalité, un reflet devient une promesse. Même caché, il pourra être vu. Puis, une assiette tombe. Le bruit est insignifiant pour Catherine. Pour Karl, il annonce une condamnation. La terreur envahit immédiatement son visage. Il pousse Catherine dans un placard, lui ordonne silencieusement de rester cachée et tente de faire disparaître les morceaux. Son père est déjà là. Martin Starger n'entre pas dans la mémoire comme un homme revenant chez lui. Il apparaît comme une sentence que l'enfant connaissait à l'avance. Le désordre le met en rage. La possibilité d'un mensonge lui donne un prétexte. Catherine essaie d'ouvrir la porte du placard, frappe, appelle, mais le souvenir refuse son intervention. Elle n'est pas une voyageuse libre. Elle est forcée de regarder ce que Karl a été forcé de subir. Les scènes changent sans transition, comme si une même peur avait relié plusieurs années. Karl reçoit une poupée et cherche un instant le réconfort dans cet objet. Son père transforme aussitôt ce geste en humiliation. Tout ce qui pourrait exprimer la sensibilité, l'imagination ou le besoin d'affection devient une faute. L'enfant apprend que sa douceur provoque la violence et que sa honte amuse les adultes. Plus loin, Catherine découvre le refuge secret du garçon. Karl y assemble des poupées brisées, des photographies, des plumes, des ossements et de petits corps d'animaux. L'ensemble est inquiétant, mais possède aussi une organisation presque artistique. L'enfant tente de créer un monde avec ce qui a été abandonné ou détruit. Son père ne voit aucune création. Il ne voit qu'une différence à punir. C'est ici que The Cell rend son regard volontairement inconfortable. Le film nous demande de contempler l'enfance d'un tueur sans transformer cette enfance en excuse. Les objets de Karl annoncent déjà son obsession future pour les corps immobiles, les poupées et les collections. Mais ils montrent aussi comment son langage intérieur s'est formé. Chaque affection est liée à la perte, chaque beauté à la destruction, chaque secret à la peur d'être découvert. Le roi Starger ne vient donc pas de nulle part. Il est la réponse délirante d'un garçon qui ne pouvait jamais être assez puissant pour arrêter son père. Dans son royaume mental, Karl a inversé tous les rôles. Il n'attend plus une punition, il la distribue. Il n'est plus enfermé dans un placard, il construit les cellules. Il n'est plus humilié devant des adultes. Il transforme les autres en objets incapables de le juger. Mais comprendre cette architecture rend Catherine vulnérable. Son empathie l'approche du centre au moment même où elle devrait se protéger. Un nouveau passage l'amène auprès du Karl adulte. Il est assis dans une salle de bain, entouré d'images liées à son premier meurtre. Sa présence est plus calme que celle du roi, presque ordinaire, ce qui la rend plus inquiétante. Ce Karl-là semble capable de se souvenir de ses actes et d'en parler. Il n'est ni l'enfant entièrement impuissant, ni la divinité théâtrale du trône. Il est la zone de transition où la victime est devenue bourreau. Catherine essaie d'utiliser cette ouverture. Elle lui dit qu'elle veut l'aider et demande où se trouve Julia. Karl comprend aussitôt pourquoi elle est venue. Il sait que la captive mourra si Catherine repart sans réponse. Cette connaissance lui donne un avantage décisif. Il peut retenir Catherine simplement en lui laissant croire que l'information se trouve à portée de main. La pièce se ferme autour d'elle. Les sorties disparaissent. Le chien gratte derrière une porte qu'elle ne peut plus atteindre. Karl reprend les mots, le ton et les menaces de son père. Catherine lui fait remarquer cette ressemblance, touchant exactement la blessure qu'il refuse de reconnaître. Il affirme ne pas être comme Martin. Pourtant, tout ce qui les entoure prouve le contraire. Le père utilisait la peur pour contrôler un enfant. Karl utilise la peur pour contrôler des femmes. Le père transformait l'amour en faiblesse. Karl transforme les êtres aimés en choses mortes qui ne peuvent plus l'abandonner. Le fils a passé sa vie à fuir le modèle paternel, puis il l'a agrandi jusqu'à en faire un royaume. Cette contradiction ouvre la voie au roi. L'adulte recule dans l'ombre et la figure gigantesque apparaît à sa place. Catherine tente d'atteindre le capteur implanté dans sa main, mais Starger l'empêche de l'utiliser. Le danger que les scientifiques redoutaient devient réel. Si elle ne peut plus signaler son désir de sortir, le laboratoire ne sait plus si elle explore volontairement ou si elle a oublié l'existence du monde extérieur. Le roi la renverse et lui impose le même collier symbolique qu'à ses victimes. Le geste dépasse la capture physique.
Dans la logique de Starger, le collier déclare qu'elle lui appartient désormais. Catherine n'est plus la thérapeute qui observe ses constructions. Elle devient un élément de sa collection. Dans le laboratoire, son activité cérébrale bascule vers la zone critique. Henri et Myriam voient son esprit s'enfoncer, mais ils ne peuvent pas simplement interrompre la procédure sans risquer de l'endommager. Catherine est toujours reliée à Starger, cependant elle ne se reconnaît plus comme visiteuse. Le monde du roi commence à remplacer sa propre réalité. Julia, pendant ce temps, observe l'eau tomber dans sa cellule par cycle. Elle cherche des réserves, inspecte les joints, compte les secondes et tente de conserver ses forces. Elle ignore que la personne envoyée pour la retrouver vient elle aussi d'être enfermée. Le parallélisme devient impitoyable. Julia est prisonnière d'une cage transparente dans le monde réel. Catherine est prisonnière d'une identité fabriquée dans l'esprit de Karl. L'une manque de temps, l'autre perd la mémoire de ce qu'elle est. Myriam arrive alors à la seule conclusion possible. Quelqu'un doit entrer à son tour dans Starger, retrouver Catherine et lui rappeler que rien de ce qu'elle voit n'est le monde réel. Novak regarde le troisième dispositif. Jusqu'ici, il demandait à Catherine de risquer son esprit pour sauver Julia. Désormais, il doit accepter exactement le danger qu'il lui imposait. Et lorsqu'il sera connecté, Karl Starger ne verra pas arriver un thérapeute venu comprendre son enfance. Il verra entrer l'homme qui veut lui reprendre sa dernière victime. Novak a passé toute l'enquête à mesurer le temps de Julia. Désormais, son propre esprit est suspendu au même genre de compte à rebours. On l'installe dans le troisième dispositif sans lui laisser les semaines d'entraînement qui avaient été nécessaires à Catherine. Myriam essaie de le prévenir. Les premières minutes seront désorientantes, ses sens lui donneront l'impression que tout est réel, et il devra résister à son instinct naturel. Novak n'a pas le tempérament d'un observateur. Toute sa carrière repose sur l'action, l'identification d'une menace et la recherche d'une réponse concrète. Dans le monde de Starger, ces qualités peuvent le sauver ou le précipiter directement dans un piège. Il admet qu'il a peur. Ce bref aveu compte davantage que n'importe quelle démonstration de courage. Novak ne se croit pas invulnérable. Il accepte simplement que sa peur pèse moins lourd que la vie de Catherine et celle de Julia. Quelques minutes plus tôt, Myriam lui proposait d'entrer elle-même. Il a refusé. Catherine est devenue sa responsabilité parce qu'elle a pris le risque qu'il lui demandait de prendre. Il ne peut plus rester derrière la vitre. On implante dans sa main le capteur qui lui permettra d'interrompre la connexion. Myriam lui rappelle la phrase essentielle. Quoi qu'il arrive, rien de tout cela n'est réel. Le conseil semble facile à suivre dans une salle éclairée, entourée de machines et de médecins. Il devient beaucoup plus fragile lorsque les produits se diffusent dans le sang, que le corps perd ses repères et que la conscience se retrouve projetée dans un univers possédant sa propre matière. Novak s'écrase sur un sol noir. Il sent les grains contre sa peau, respire leur poussière et goûte presque la terre qui entre dans sa bouche. Sa première réaction n'est pas l'émerveillement, c'est le besoin de vérifier ses sens. Tout ce que Myriam lui a annoncé se produit, la vue, l'odorat, le toucher et le goût lui affirment qu'il est réellement couché dans ce paysage. 3 femmes identiques l'observent. Elles semblent représenter différentes versions de la mère de Karl. L'une cherche son fils et accuse son père de l'avoir pris. Une autre condamne l'enfant comme une abomination. Une troisième répète les paroles déformées qui nourrissent le dieu monstrueux de Starger. Ces figures ne racontent pas un souvenir clair. Elles portent des sentiments incompatibles. L'abandon, la culpabilité, la tendresse et le rejet. Dans l'esprit de Karl, une mère ne possède donc pas un seul visage. Elle est celle qui aurait pu le sauver, celle qui est partie, celle qu'il désire encore et celle qu'il accuse de ne pas être revenue. Les 3 silhouettes répètent leurs phrases sans entendre les autres. Elles forment une chorale brisée, condamnée à rejouer éternellement l'absence autour de laquelle l'enfant a construit sa solitude. Novak ne cherche pas à les comprendre. Il cherche Catherine. Une lumière frappe alors son visage. Elle vient d'un morceau de miroir agité depuis une falaise. Novak suit le reflet à travers le paysage, escalade la paroi et pénètre dans une succession de cavités qui ressemblent à des tombeaux ouverts. Il ignore que ce signal provient du cadeau offert par Catherine au jeune Karl. L'enfant tient sa promesse. Il n'a pas pu protéger Catherine lorsque le roi l'a capturée.
mais il peut encore guider quelqu'un jusqu'à elle. Ce détail montre que la part innocente de Stargurr n'est pas entièrement impuissante. Elle ne peut pas affronter directement le monstre, mais elle sait déplacer la lumière dans les interstices de son royaume. Novak entre dans une immense chambre saturée de luxe, de douleur et de menaces. Le jeune Karl est perché dans l'ombre avec son miroir. Il ne vient pas accueillir l'agent. Il lui indique seulement où regarder. Catherine apparaît. Mais la femme qui avance vers Novak ne ressemble plus à la thérapeute qu'il a vue dans le laboratoire. Son apparence reprend celle des victimes de Stargurr. Ses vêtements, son regard et sa manière de se déplacer ont été remodelés pour répondre aux désirs du roi. Elle porte son nouveau rôle avec une sérénité inquiétante, comme si elle avait oublié qu'une autre Catherine avait un jour existé. Voilà ce que signifie être perdue dans cet univers. Catherine n'est pas inconsciente. Elle voit, elle marche, elle agit. Son identité a simplement été remplacée par une histoire plus puissante que la sienne. Elle croit appartenir à Stargurr parce que tout ce qui l'entoure confirme cette croyance. Le monde lui attribue une fonction et son esprit ne possède plus assez de distance pour la remettre en question. Novak prononce son prénom. Aucune reconnaissance. Il répète que cet endroit n'est pas réel, mais la phrase paraît vide face à la précision des sensations. Catherine s'approche, le touche et l'empêche de se relever. Son attitude semble d'abord séduisante, presque protectrice. En réalité, elle le retient pour que le roi puisse arriver derrière lui. Novak comprend trop tard. Une masse surgit de l'obscurité, le saisit et lui fracasse la tête contre la pierre. Lorsqu'il retrouve ses esprits, il est attaché sur un autel, les bras et les jambes immobilisées. Stargurr prépare ses instruments avec la lenteur d'un prêtre organisant une cérémonie. Rien n'est improvisé. Le roi ne veut pas simplement blesser Novak. Il veut lui montrer que toute intrusion finit par devenir un spectacle dont il décide la forme. Catherine se tient à proximité. Elle regarde sans intervenir. Pour Novak, cette indifférence est plus terrifiante que l'apparence du roi. Le corps de Catherine est encore vivant dans le laboratoire, mais sa volonté travaille désormais pour celui qu'elle devait interroger. Si Novak ne parvient pas à réveiller son identité, il ne pourra sauver personne. Myriam lui avait donné une consigne précise, utiliser un souvenir personnel. Novak a lu le dossier de Catherine. Il commence à réciter des éléments de sa vie, non pour la convaincre intellectuellement, mais pour créer une contradiction. Le roi lui affirme qu'elle est sa servante. Novak doit lui rappeler qu'elle possède une existence extérieure à ce royaume. Il évoque ses études, son travail, puis il atteint une douleur plus profonde. Lorsque Catherine était à l'université, son jeune frère a été victime d'un accident de voiture. Il est resté 6 mois dans le coma avant de mourir. Ce souvenir explique soudain la force de son engagement auprès d'Édouard. Catherine ne travaille pas avec les patients catatoniques uniquement parce que la technologie est révolutionnaire. Elle continue peut-être une conversation interrompue depuis longtemps. Chaque fois qu'elle entre dans l'esprit d'une personne incapable de se réveiller, elle tente aussi de prouver qu'un être peut encore être rejoint derrière le silence. Novak s'excuse d'utiliser cette blessure, mais il n'a pas le choix. Pour ramener Catherine, il doit lui faire ressentir quelque chose que Stargurr n'a pas créé. Une peine qui lui appartient. Une mémoire antérieure au laboratoire, à Julia et au roi. Stargurr commence son rituel. Il ouvre les vêtements de Novak et applique l'un de ses instruments contre son ventre. L'agent répète que rien n'est réel, comme si ces mots pouvaient constituer une armure. Pourtant, lorsque la lame pénètre sa chair mentale, la douleur traverse son corps avec une précision totale. Le piège scientifique se referme. L'esprit de Novak sait théoriquement qu'il se trouve dans une construction. Son système nerveux, lui, reçoit l'expérience comme un fait. Il souffre. Il crie. Il sent que Stargurr fouille son corps et transforme ses organes en éléments d'une machine de torture. Plus il répète que ce n'est pas réel, plus ses cris prouvent le contraire. Cette séquence révèle la limite brutale de la rationalité. Il est facile d'affirmer qu'une peur est imaginaire lorsque le corps ne la ressent pas. Dès que l'expérience devient physique, le cerveau cesse de distinguer une menace symbolique d'une menace véritable. Novak pourrait mourir non parce qu'une lame touche réellement son corps dans le laboratoire, mais parce que sa conscience ordonne à ce corps de croire à sa destruction. Dans la salle de contrôle, les médecins voient ces constantes s'emballer.
Ils ne peuvent intervenir sans risquer d'aggraver l'effondrement. Catherine devait être secourue par Novak. À présent, les deux visiteurs sont prisonniers du même homme, tandis que Julia approche des dernières minutes de son sursis. Novak continue pourtant de parler. Il donne à Catherine son nom. Il lui rappelle qui elle est. Il mentionne le centre pour enfants, où elle devait accomplir quelques mois de service et où elle est restée bien plus longtemps. Il évoque sa grand-mère, ses choix, les preuves concrètes de sa compassion. Ces détails ne forment pas un portrait administratif. Il dessine une femme qui a toujours décidé de rester lorsqu'elle aurait pu partir. Et c'est exactement la décision que Catherine doit reprendre maintenant. Les cris de Novak finissent par atteindre quelque chose derrière son regard vide. Une hésitation apparaît. La servante du roi entend un homme l'appeler par son véritable prénom. Elle voit sa souffrance et retrouve le réflexe fondamental que Stargurr avait essayé d'effacer. Elle ne peut pas rester immobile devant quelqu'un qui demande de l'aide. Catherine saisit un instrument. Le roi se moque encore de Novak, imitant ses paroles, certain que sa possession de Catherine est complète. Elle se retourne alors contre lui et lui enfonce l'arme dans la gorge. En un instant, son apparence change. Les vêtements imposés, le masque des victimes et l'expression soumise disparaissent. Catherine redevient elle-même. Novak, lui aussi, se retrouve soudain intact, comme si son corps mental n'avait jamais été ouvert. La douleur était totale, mais les blessures n'existaient que tant que Stargurr contrôlait la scène. Cette restauration confirme la règle la plus importante de la machine. L'esprit ne se contente pas de recevoir les images. Il participe à leur pouvoir. Lorsque Catherine accepte la réalité du roi, elle devient son objet. Lorsqu'elle rejette cette réalité, ses chaînes disparaissent. Le danger ne réside donc pas uniquement dans ce que Stargurr imagine. Il réside dans ce que ses visiteurs finissent par croire. Novak veut partir immédiatement. Il cherche le capteur dans sa main et se prépare à ramener Catherine avec lui. Leur mission de sauvetage s'est presque transformée en double exécution. Continuer paraît insensé, mais une lumière traverse le couloir, le miroir du jeune Karl. Catherine refuse de l'ignorer. Novak proteste. Cet enfant et le tueur adulte sont la même personne. Il vient de sentir les conséquences de cette vérité dans sa chair. Pour Catherine, pourtant, le signal prouve aussi que le garçon les a guidés jusqu'à elle. Sans lui, Novak n'aurait jamais trouvé la chambre du roi. Elle demande à l'agent de lui faire confiance. Puis tous deux rampent dans un passage étroit jusqu'au refuge de l'enfant. Le jeune Karl recule en voyant Novak. Catherine lui tend la main, lui assure qu'il ne sera pas blessé et présente l'agent comme un ami. Le garçon hésite, puis accepte enfin le contact. Lorsqu'elle lui demande de les conduire à Julia, il hoche la tête. Il les emmène dans une obscurité complète, loin du trône et des instruments du roi. Au bout du passage se trouve une nouvelle chambre, plus grande et plus solennelle que la véritable prison. Les images de Julia y sont suspendues comme des icônes. Au centre, derrière une paroi transparente, elle flotte dans l'eau avec la grâce irréelle d'une créature marine. Stargurr a transformé la cellule en sanctuaire. Catherine a enfin trouvé Julia dans sa mémoire. Mais une image mentale n'est pas une adresse, et le temps de la femme réelle continue de disparaître. Dans le sanctuaire mental de Stargurr, Julia flotte derrière une paroi comme une image sacrée. Elle paraît paisible. Ses mouvements sont lents. Son visage ne porte plus la panique de la femme enfermée. Mais Catherine et Novak savent que cette tranquillité est un mensonge. Le cerveau de Karl a transformé la noyade en tableau merveilleux parce qu'il ne supporte pas de voir ses victimes telles qu'elles sont réellement, terrifiées, épuisées, privées d'air. Catherine demande au jeune Karl où se trouve cet endroit. Une ville, une route, un bâtiment. N'importe quel détail pouvant survivre au passage entre son esprit et le monde réel. L'enfant ne répond pas. Il ne connaît pas une adresse au sens où Novak l'entend. Pour lui, la cellule n'est pas située sur une carte. Elle appartient au royaume de l'adulte au même titre que le trône, les femmes immobiles et les chambres de torture. Karl peut guider Catherine jusqu'au souvenir, mais il ne sait pas transformer ce souvenir en coordonnées. Novak s'éloigne, frustré. Il vient de traverser la douleur de Stargurr, d'être attaché, ouvert et humilié dans un monde qui semblait réel. Il a enfin atteint Julia, et pourtant elle reste inaccessible. La voir derrière cette vitre mentale ne lui apprend pas où elle respire, où elle se noie, ni quelle direction donner à une équipe de secours. Catherine, elle,
reste auprès de l'enfant. Elle lui dit qu'il les a déjà aidés. Elle ne veut pas que son incapacité à fournir une adresse ressemble à un nouvel échec. Toute son enfance a été construite autour de la conviction qu'il faisait toujours quelque chose de mal. Catherine refuse de reproduire ce mécanisme au moment où il lui accorde enfin sa confiance. Elle va même plus loin. Elle lui promet qu'elle reviendra. Cette promesse révèle à quel point leurs priorités se séparent. Pour Novak, tout ce monde doit être quitté dès qu'un indice apparaît. Pour Catherine, le jeune Karl demeure prisonnier même si Julia est retrouvée. Elle sait que le garçon n'existe peut-être que comme fragment d'un esprit criminel, mais elle ne peut pas lui prendre son aide puis l'abandonner entre les mains du roi. Pendant qu'elle le réconforte, Novak examine la cellule idéalisée. Il ne regarde plus Julia. Il observe ce que Stargher a construit autour d'elle. Les décorations sont irréelles, les proportions exagérées, mais certains éléments proviennent nécessairement du monde extérieur. Un esprit peut transformer une machine en hôtel. Il doit malgré tout emprunter cette machine à un souvenir. Sous la paroi, Novak aperçoit une plaque métallique parfaite. Un nom y est gravé, Carver Industrial Equipment, avec son logo. Ce détail ne devrait avoir aucune importance dans un palais intérieur. Pourtant, Novak l'a déjà vu. Dans le sous-sol de Stargher, au milieu des crochets, de la table métallique et des équipements utilisés après les meurtres, un treuil portait la même marque. Le cerveau de Karl a fusionné deux objets. Dans la réalité, le treuil se trouve chez lui. Dans son esprit, la plaque de cette machine apparaît sur la cellule de Julia. Ce rapprochement pourrait être une simple contamination de souvenirs, mais Novak comprend qu'il peut aussi révéler une origine commune. Stargher a peut-être découvert la cellule ou le bâtiment qui l'abrite en travaillant avec ce type d'équipement. Enfin, l'enquête possède quelque chose de matériel. Novak saisit Catherine et déclenche le capteur de sortie. Le rugissement du roi traverse aussitôt le sanctuaire. L'enfant panique. Catherine tente de rester avec lui, mais la forme monstrueuse de Stargher apparaît, la gorge encore marquée par la blessure qu'elle lui a infligée. Le jeune Karl s'interpose. Le roi l'attrape comme s'il récupérait une partie de lui-même qui avait tenté de lui échapper. Catherine tend les bras vers le garçon, mais Novak presse le capteur. Il ne peut pas permettre à sa compassion de les emprisonner à nouveau. La dernière vision de Catherine est celle de l'enfant serré contre le monstre qui règne sur lui. Puis le laboratoire revient. Novak arrache son masque avant même que les médecins aient terminé la procédure. Son corps vacille. La torture n'a laissé aucune ouverture dans son ventre, aucune blessure visible. Pourtant, la douleur persiste comme si ses organes avaient réellement été déplacés. Son cerveau continue de croire à ce qu'il a subi. Il refuse de s'allonger. Myriam tente de l'examiner, mais il demande seulement si Catherine est revenue saine et sauve. Dès qu'elle confirme, Novak quitte la salle. Il n'a pas le temps de comprendre les effets de la connexion. Une plaque, une marque et un logo viennent peut-être de lui donner la seule piste disponible. Il contacte immédiatement les agents restés dans la maison de Stargher. Au sous-sol, l'équipe scientifique travaille encore autour du treuil sans savoir qu'un détail insignifiant vient d'acquérir une importance capitale. Novak leur demande de chercher la plaque fixée à la machine. Carver Industrial Equipment. La correspondance est exacte. Il ordonne alors de reconstituer tout l'historique du treuil. Fabricant, premier acheteur, revendeur, propriétaires successifs, lieu d'installation. Il veut également connaître chaque entreprise ayant engagé Karl Stargher. Si le tueur a trouvé la cellule, grâce à un travail de maintenance, de démolition ou de fermeture industrielle, ces deux listes finiront par se croiser. Ramsey reste sceptique. Il voit Novak pâle, tremblant, encore sous l'effet des substances utilisées par le centre. Toute la piste repose sur un détail aperçu dans le rêve d'un meurtrier. Rien ne garantit que la plaque mentale corresponde à un lieu véritable. Stargher aurait pu la reproduire parce qu'il la voyait chaque jour dans son sous-sol. Mais Novak a vu Julia. Pas seulement son visage. Il a vu la structure dans laquelle Karl la conserve. Pour lui, cette certitude dépasse tout rapport médical. Il préfère suivre une piste née dans un cauchemar plutôt que d'attendre une preuve qui arrivera après la mort de la captive. Un hélicoptère est préparé. Pendant ce temps, Julia se parle à elle-même. Elle sait que personne d'autre ne le fera. Le niveau de l'eau continue de monter par séquences régulières.
Elle a épuisé presque toutes les réactions instinctives, crier, frapper, chercher une porte, supplier la caméra. À présent, elle examine la cellule comme une machine qu'elle doit comprendre avant qu'elle ne la tue. Ses doigts sont gonflés, sa force diminue, mais elle retire sa bague de fiançailles et s'en sert comme d'un outil. Elle grimpe dans un angle, poussant ses mains et ses pieds contre les parois glissantes pour atteindre le plafond. Près du dispositif lumineux, elle découvre une faible séparation autour d'un conduit inutilisé. L'ouverture est minuscule, mais elle conduit vers l'extérieur. Julia gratte le joint avec la bague. Le métal blesse ses doigts, la position épuise ses muscles et chaque glissade lui fait perdre une hauteur difficilement gagnée. Elle continue néanmoins. Le film ne la réduit jamais à une femme attendant l'arrivée de l'agent. Elle ignore que Novak approche. Sa survie dépend donc, à ses yeux, de ce qu'elle peut accomplir seule. Au centre, Catherine reprend connaissance plus lentement. Elle répond au protocole de Myriam et retrouve son identité. Pourtant, son regard reste fixé sur Karl, toujours suspendu dans le dispositif. L'homme réel est inconscient. Le roi demeure actif. Et quelque part dans cette conscience, le garçon qu'elle avait promis d'aider vient d'être repris par son bourreau. Henri surveille les données sans comprendre encore la décision qui se forme en elle. Dehors, l'hélicoptère emporte Novak au-dessus des routes et des terres agricoles. Les agents reconstruisent l'itinéraire du treuil. La machine a changé de propriétaire, circulé entre plusieurs entreprises, puis été vendue avec du matériel destiné à un projet industriel qui n'a jamais abouti. Le propriétaire du site a fait faillite. L'État a récupéré le terrain, un lieu abandonné. Assez vaste pour dissimuler une installation souterraine. L'information décisive arrive ensuite. Karl Starger a été engagé pour participer à la fermeture du site. Il connaissait donc le terrain. Il savait quelles constructions seraient oubliées, quelles entrées pouvaient être condamnées et quels bâtiments personne ne viendrait inspecter. La cellule n'a pas été construite au hasard dans un endroit secret. Starger a choisi un lieu officiellement mort. Une propriété que les documents administratifs avaient classée, que les travailleurs avaient quittée et que la nature commençait à recouvrir. Il a utilisé l'abandon comme première serrure. La piste mène vers la région de Delano, près de la route 99. Le pilote change de cap. Au-dessous d'eux, les quartiers disparaissent. Les routes s'étirent entre les champs, les bâtiments deviennent rares et les traces industrielles se confondent avec les fermes abandonnées. Novak scrute le sol en luttant contre les vertiges. Son corps exige du repos. Son esprit refuse. Dans la cellule, l'eau touche presque le plafond. Julia a réussi à dégager une ouverture, mais elle est trop étroite pour lui permettre de respirer directement. Elle plonge, cherche autour d'elle et retrouve une petite paille. Elle la place dans le conduit et aspire. Un filet d'air arrive. Ce n'est presque rien. Pourtant, ce presque rien repousse la mort de quelques secondes. Julia doit maintenir son corps sous l'eau, garder la paille entre ses lèvres et lutter contre la douleur qui envahit ses poumons. Ses jambes battent sans relâche. Ses mains glissent contre le plafond. Une seule erreur peut lui faire perdre l'ouverture. Novak distingue enfin la propriété. L'hélicoptère se pose près d'un bâtiment abandonné. Il saute avant même que les pales aient ralenti et court vers la structure. À l'intérieur, il ne trouve rien. Pas de cellule, pas de lumière, pas de Julia. Le doute que Ramsey avait tenté d'imposer revient brutalement. Et si l'esprit de Starger l'avait trompé? Si la plaque ne signifiait que le treuil de son sous-sol? Si Novak avait traversé tout ce cauchemar pour arriver dans un hangar vide pendant que Julia mourait ailleurs? Il ordonne au pilote de couper le moteur. Le vacarme des pales diminue. Novak écoute. Sous ses pieds, quelque chose circule dans les canalisations. Puis un bruit plus faible traverse la terre. Des coups. Julia vient de perdre sa paille. Elle frappe le plafond avec ses dernières forces, guidée par les vibrations de l'hélicoptère qu'elle a entendu atterrir. Novak écarte de vieux débris et découvre une entrée dissimulée. Il descend dans l'obscurité, atteint la salle d'observation et se retrouve face à la version réelle du sanctuaire mental. La beauté a disparu. Il n'y a plus d'icônes, plus de lumière sacrée, plus de femmes flottant comme une créature paisible. Il n'y a qu'une chambre industrielle, des caméras, du verre épais et un corps immobile sous l'eau. Novak s'approche. Pendant une seconde, il croit être arrivé trop tard. Puis les yeux de Julia s'ouvrent. Les yeux de Julia s'ouvrent, mais son corps est presque arrivé au bout de ses forces.
À travers le plexiglas, elle distingue un visage humain. Novak frappe contre la paroi, montre son insigne et lui fait comprendre qu'il appartient au FBI. Il est enfin là. Pourtant, quelques centimètres de matière transparente les séparent encore, et cette dernière barrière pourrait suffire à rendre toute l'enquête inutile. La cellule est pleine. Julia ne peut plus se tenir debout, ni reprendre son souffle, ni attendre l'arrivée d'un équipement spécialisé. Chaque mouvement consomme le peu d'oxygène qui reste dans son sang. Novak doit ouvrir la structure immédiatement. Il lui ordonne de s'éloigner. Julia nage vers le fond opposé et se plaque contre le plafond. Novak sort son arme, vise la paroi et tire plusieurs fois en dessinant un cercle. Les impacts creusent le matériau, produisent des fissures et laissent passer de minces filets d'eau, mais le plexiglas résiste. Starger n'avait rien laissé au hasard. La surface doit supporter la pression d'une cellule entière, empêcher la victime de sortir et permettre au meurtrier de filmer chaque seconde. Une arme suffit à l'endommager, pas à la briser. Novak regarde Julia derrière la paroi frappée par les balles. Il a retrouvé la captive, mais il risque maintenant de la voir mourir à portée de main. Il cherche autour de lui. Dans la salle d'observation se trouve le matériel utilisé par Starger pour enregistrer et revoir les noyades. Les caméras, les commandes et les écrans donnaient au tueur le pouvoir de rester absent tout en conservant une place de spectateur. Novak saisit le lourd magnétoscope industriel et le soulève. L'objet conçu pour archiver la mort va servir à empêcher celle de Julia. Il frappe la zone fragilisée. Une première fois, la paroi se déforme. Il recommence, avec toute la violence que son corps épuisé peut encore produire. Cette fois, le plexiglas cède. Une masse d'eau jaillit dans la salle, emportant Julia à travers l'ouverture. Novak abandonne le magnétoscope et l'attrape avant qu'elle ne heurte le sol. Pendant un instant, elle ne réagit plus. Il la couche et se prépare à la réanimer. Julia tousse soudain, recrache l'eau et aspire l'air avec une douleur presque animale. Ses poumons retrouvent leur fonction. Le monde revient par fragments, le sol froid, les bras de Novak, les alarmes, les débris et l'eau qui s'écoule autour d'elle. Elle est vivante. La victoire n'a rien d'élégant. Novak ne se relève pas pour célébrer. Il s'effondre avec Julia contre lui, assis au milieu de la pièce ravagée. La drogue circule encore dans son organisme. Les images de Starger traversent toujours sa mémoire, et son corps croit parfois sentir la lame qui l'a ouvert dans le monde mental. Mais pour la première fois depuis le début de l'enquête, il peut tenir une victime vivante. Julia n'est plus une image suspendue dans le palais du roi. Elle porte un nom, un souffle et une volonté qui ont résisté à la mise en scène de Karl. Ce sauvetage détruit aussi l'illusion centrale du meurtrier. Starger voulait contrôler la faim de chaque femme par un mécanisme automatique. Il voulait que la cellule agisse en son absence, comme une extension parfaite de son pouvoir. Or, Julia survit précisément grâce à ce que Karl ne pouvait pas prévoir. Son propre refus d'abandonner, l'intuition de Novak et un indice échappé de son inconscient. Le royaume intérieur de Starger a fini par trahir le secret du monde réel. Pour Novak, la mission principale est accomplie. Mais au centre de recherche, Catherine poursuit une autre mission sans autorisation. Elle a promis au jeune Karl qu'elle reviendrait. Une promesse faite dans un rêve pourrait être considérée comme symbolique, surtout lorsqu'elle s'adresse à la représentation-fonction enfantine d'un tueur en série plongé dans le coma. Catherine ne la considère pas ainsi. Le garçon lui a sauvé la vie, guidé Novak jusqu'à elle et conduit les deux visiteurs vers Julia. L'abandonner maintenant reviendrait à répéter ce que tous les adultes de son enfance ont fait. Utiliser sa peur, puis disparaître. Elle sait pourtant qu'un nouveau voyage dans l'esprit de Starger serait suicidaire. Le roi connaît sa présence, son apparence et ses méthodes. Il a déjà réussi à lui imposer une autre identité. Une nouvelle entrée lui rendrait immédiatement l'avantage. Catherine choisit donc de ne pas retourner dans son royaume. Elle va l'amener dans le sien. Après le départ du FBI, elle revient discrètement dans la salle de procédure. Henry comprend trop tard qu'elle a modifié les codes du système. La porte se verrouille, les mécanismes s'activent et les écrans montrent une configuration qu'il n'avait jamais autorisée. Myriam saisit immédiatement ce que Catherine vient de faire. Le transfert habituel projette sa conscience dans celle du patient. Catherine a inversé le flux. Karl Starger ne sera plus l'hôte qui détermine les formes, les distances et les lois. Il deviendra le visiteur d'un esprit construit par Catherine.
C'est exactement l'expérience qu'elle réclamait pour Edward au début du film. Henry l'avait refusé parce que personne ne connaissait les conséquences d'une telle inversion. Catherine décide maintenant de tester cette possibilité avec le patient le plus dangereux imaginable. Elle protège les commandes derrière des codes modifiés afin que ses collègues ne puissent pas interrompre la procédure. Myriam frappe contre la vitre et lui ordonne d'arrêter. Catherine ne répond pas. Elle est déjà partie. Son univers intérieur ne ressemble en rien au monde de Starger. Là où Karl construisait des couloirs sombres, des pièces métalliques et des palais de domination, Catherine imagine un espace ouvert, baigné de lumière et de couleurs. Des arbres inhabituels entourent des formations rocheuses. Des sculptures, des symboles et des objets inspirés de sa maison composent un paysage intime, apaisant, presque sacré. Au centre se trouve un bassin d'eau claire. Cette eau n'a pas la fonction qu'elle possède chez Starger. Elle ne remplit pas une cage. Elle ne mesure pas les dernières secondes d'une victime. Elle est calme, transparente, entourée de vie. Une silhouette remonte depuis le fond. Le jeune Karl atteint la surface comme un enfant qui vient d'échapper à une noyade. Il rejoint la rive, tremblant et désorienté. Pour la première fois, il se trouve dans un endroit qui ne provient pas de ses souvenirs. Aucun placard ne l'attend. Aucune horloge ne signale le retour de son père. Aucun piège ne menace de détruire le premier être qu'il touche. Catherine s'approche lentement. Elle lui rappelle sa promesse. Elle est revenue pour l'aider. Karl observe le paysage avec méfiance. La beauté elle-même lui paraît dangereuse, car son enfance lui a appris qu'un moment de douceur annonce souvent une punition. Catherine lui explique qu'ils sont dans son monde à elle. Ici, le roi ne décide pas de la forme des choses. L'enfant demande s'il peut rester. Cette question révèle la simplicité tragique de son désir. Malgré la grandeur du royaume qu'il a produit en devenant adulte, le jeune Karl ne réclame ni puissance ni vengeance. Il demande seulement un endroit où son père et le roi ne pourront plus le retrouver. Catherine aimerait pouvoir lui offrir ce refuge définitivement. Mais leurs esprits ne peuvent pas rester reliés. Le corps de Karl est condamné par sa maladie neurologique et Catherine ne peut conserver une conscience étrangère en elle sans connaître les conséquences. Elle lui dit qu'il doit repartir. Le garçon comprend alors que même ce monde possède une fin. Son visage retrouve l'expression de celui qui sait qu'une porte va se fermer et qu'il sera laissé du mauvais côté. Il raconte à Catherine un souvenir. Lorsqu'il était petit, il avait trouvé un oiseau blessé. Il voulait le protéger, mais son père aurait découvert l'animal tôt ou tard. Karl savait que Martin lui ferait du mal, peut-être simplement pour punir son fils de s'y être attaché. L'enfant avait donc placé l'oiseau sous l'eau. Il l'avait tué lui-même. Dans son esprit, cet acte représentait un sauvetage. Une mort rapide infligée par une main aimante lui paraissait préférable à ce que son père aurait fait. Cette logique est devenue l'un des noyaux les plus sombres de l'adulte. Karl a appris très tôt à confondre protection, possession et destruction. Il s'est convaincu qu'éliminer un être pouvait constituer une forme de délivrance. Catherine comprend ce que l'enfant lui demande réellement. Il ne veut pas retourner auprès du roi. Il veut qu'elle fasse pour lui ce qu'il avait fait pour l'oiseau, qu'elle l'empêche de souffrir encore, même si cela exige de le détruire. Catherine refuse. Elle ne veut pas reproduire la logique de Karl sous prétexte de le sauver. Elle ne peut pas tuer l'enfant comme on efface un symptôme, ni lui promettre une existence impossible dans sa conscience. Elle cherche encore une troisième voie, protéger ce qui reste d'Inos sans accepter les règles de la violence. Karl baisse les yeux. Il savait que le répit ne durerait pas. Il affirme que le roi finit toujours par le retrouver. Au même instant, le bassin change. L'eau claire se trouble. Une force invisible soulève la surface et l'équilibre du paysage se brise. Catherine comprend que l'inversion n'a pas séparé les différentes parties de Starger. En invitant le garçon, elle a ouvert un passage à tout ce qui vit derrière lui. Une masse gigantesque émerge. Le roi Starger vient de franchir la frontière. Il porte toujours son autorité démesurée, sa colère et ses ornements de souverain. Il cherche immédiatement l'enfant qu'il considère comme sa propriété. Pourtant, quelque chose a changé. Le décor ne répond pas à ses gestes, les arbres ne s'inclinent pas. Les murs ne se referment pas autour de Catherine. Ses victimes ne viennent pas la retenir. Le roi rugit, menace et exige que le garçon retourne auprès de lui. Karl se serre contre Catherine. Elle recule sans détourner le regard. Dans l'univers de Starger,
Elle devait se souvenir que rien n'était réel pour résister à son pouvoir. Ici, elle n'a plus besoin de fuir. Chaque pierre, chaque couleur et chaque forme appartient à son propre esprit. Le roi est entré avec toute sa monstruosité, mais pour la première fois, il n'est plus chez lui. Le roi Starger entre dans le monde de Catherine avec la certitude d'être encore un dieu. Il avance comme il le faisait dans son propre royaume, immense, couvert d'ornements, déformé par une puissance qu'il croit naturelle. Jusqu'ici, personne n'avait pu lui contester cette autorité. Les pièces apparaissaient lorsqu'il les désirait. Les victimes perdaient leur identité. Catherine elle-même avait été remodelée selon son imagination. Mais cette fois, le sol sous ses pieds ne lui appartient pas. Le paysage reste lié à Catherine. Les formes, les couleurs et les symboles proviennent de sa mémoire. Même lorsque la lumière se ternit et que des créatures rampantes apparaissent dans l'eau, Starger ne parvient pas à remplacer complètement l'univers de son hôte. Il peut le contaminer, jamais le gouverner comme le sien. Cette différence semble d'abord invisible. Le jeune Karl, lui, n'en ressent aucun soulagement. Il s'accroche à Catherine et répète que le roi finit toujours par le retrouver. Pour l'enfant, changer de monde n'a rien changé à la règle fondamentale de sa vie. Où qu'il se cache, la violence arrive derrière lui. Le roi lui ordonne de revenir. Sa voix n'est plus celle d'un simple adulte. Elle mélange l'autorité de Karl, la brutalité de son père et le langage infantile d'un esprit qui n'a jamais construit une identité stable. Il parle comme une divinité, mais cette divinité conserve les mots déformés d'un enfant humilié. Catherine refuse de lui rendre le garçon. Un seul mot suffit. Non. Dans le royaume de Starger, ce refus aurait déclenché une punition immédiate. Catherine y était une étrangère et toute résistance pouvait être absorbée par le décor. Dans son propre monde, le mot possède un poids différent. Il ne décrit pas seulement son intention. Il devient une règle. Catherine éloigne l'enfant, puis se tourne vers le roi. Elle ne cherche plus à le comprendre. Depuis le début de l'expérience, son empathie constituait son principal outil. Elle observait ses symboles, suivait ses souvenirs et cherchait la blessure cachée derrière la monstruosité. Cette méthode lui a permis d'atteindre le jeune Karl, mais elle l'a également exposé au pouvoir du tueur. Face au roi, la compassion n'ouvre aucune porte. Elle devient une invitation à être dominée. Catherine choisit donc une autre posture. Son apparence se transforme. Elle n'est plus la thérapeute vêtue pour le laboratoire, ni la victime ornée par Starger. Elle devient une combattante issue de ses propres images intérieures, une figure capable de rendre les coups et d'imposer une limite. Le roi attaque. Catherine l'esquive et frappe avec une force qu'elle ne posséderait pas dans le monde physique. Ici, cette force n'est pas un miracle. Elle est l'expression directe de sa volonté. Starger avait utilisé le même principe pour se donner une taille gigantesque, multiplier ses vêtements et faire de ses désirs des lois. Catherine retourne désormais ce mécanisme contre lui. Elle le fait tomber. Le roi se relève, plus surpris que réellement blessé. Il ne comprend pas comment une femme qu'il avait déjà réduite au rôle de servante peut lui résister. Dans son esprit, le pouvoir n'est pas partagé. Une personne commande et l'autre obéit. Catherine détruit cette logique simplement en restant debout. Il tente de la saisir. Elle frappe encore. Lorsqu'il parvient à la soulever, elle se dégage, refuse de paniquer et rappelle enfin la règle qu'il n'avait pas comprise. Ce monde est le sien. Donc les règles aussi. Le paysage répond. Le sol retient les pieds du roi. La matière se referme autour de lui et bloque ses mouvements. Une arme apparaît entre les mains de Catherine, formée par sa pensée, comme les instruments de torture apparaissaient autrefois pour Starger. La différence ne réside pas dans la capacité à créer une lame. Elle réside dans l'usage qui en sera fait. Catherine ne veut pas prolonger la souffrance pour le plaisir. Elle veut arrêter le monstre, elle frappe. Le roi saigne. Puis un cri d'enfant traverse le paysage. Catherine se retourne. La même blessure vient d'apparaître sur le corps du jeune Karl. Le garçon tombe, marqué exactement là où Catherine a atteint la créature. La séparation qu'elle espérait établir s'effondre. Le roi, l'adulte et l'enfant ne sont pas trois êtres indépendants enfermés dans le même esprit. Ils sont trois représentations d'une seule personne. Blesser le monstre, c'est blesser l'enfant. Tuer l'un, c'est tuer Karl tout entier. Cette révélation place Catherine face à une contradiction que sa méthode ne peut résoudre. Elle voulait sauver la partie innocente et détruire celle qui commettait les meurtres.
Mais l'esprit humain n'est pas un bâtiment dont on retire une chambre contaminée. Le roi a grandi autour de la douleur du garçon. Leurs racines sont mélangées. Catherine baisse son arme. Le jeune Karl lui demande de ne pas faire de mal au roi. Sa réaction peut sembler incompréhensible. Cette créature le terrorise, le capture et l'empêche de connaître la paix. Pourtant, le garçon continue de le protéger comme il protégeait autrefois son père. Il affirme que la violence était méritée, qu'il avait été mauvais et qu'on devait lui apprendre une leçon. L'abus a donc réussi son travail le plus profond. Il n'a pas seulement blessé Karl. Il lui a enseigné que la blessure prouvait sa propre culpabilité. L'enfant ne perçoit plus la punition comme un acte injuste commis contre lui. Il la considère comme une réponse normale à ce qu'il est. Catherine s'agenouille. Elle lui affirme que personne ne mérite ce qu'il a subi. Cette phrase paraît simple, mais elle attaque toute la structure de son monde intérieur. Si Karl n'était pas responsable des violences de son père, alors la honte qu'il porte ne lui appartient pas. Si la souffrance n'était pas une leçon, le roi n'est pas un protecteur. Il est la continuation du père sous une autre forme. Pendant un instant, l'enfant écoute. Le roi profite de cette hésitation. Il arrache Karl à Catherine et le soulève dans les airs. Une arme apparaît dans sa main. Puisqu'il ne peut pas reprendre le contrôle de ce monde, il utilise le seul pouvoir qui lui reste. Menacer la partie la plus vulnérable de lui-même. Le jeune Karl devient son otage. Cette image résume toute la personnalité de Stargør. Le monstre ne protège jamais l'enfant. Il le retient prisonnier afin de justifier son existence. Tant que Karl reste terrifié, le roi peut prétendre être nécessaire. Sans cette peur, il ne serait plus une divinité. Il redeviendrait une construction née d'un homme incapable d'affronter son passé. Catherine ne peut plus attaquer. Le roi lui rappelle qu'elle est incapable de le tuer sans détruire le garçon. Il croit avoir retrouvé son avantage. L'empathie de Catherine, cette qualité qu'il avait déjà exploitée, l'empêche maintenant de porter le coup décisif. Mais quelque chose change dans le regard de Karl. Pour la première fois, le garçon observe le roi non comme une puissance invincible, mais comme une créature qui a besoin de lui. Il comprend peut-être que le monstre n'est pas venu le sauver de son père. Il a seulement enfermé la peur dans une forme plus grande. Le corps du roi se transforme. Son apparence laisse entrevoir Karl adulte, puis les traits de Martin Stargør. Le père, le fils et la divinité se superposent. Les identités glissent l'une sur l'autre parce qu'elles appartiennent à la même chaîne de violence. Catherine voit enfin ce que le jeune Karl essayait de lui expliquer avec l'histoire de l'oiseau. Elle pensait que cette histoire décrivait seulement une erreur tragique. Un enfant ayant confondu la mort avec le secours. Mais Karl ne lui racontait pas uniquement son passé. Il lui demandait de prendre une décision qu'il n'avait jamais pu prendre pour lui-même. Le roi affirme qu'elle ne peut pas le tuer. C'est vrai. Elle ne peut pas éliminer seulement le monstre. Elle peut cependant mettre fin au monde dans lequel l'enfant lui sert éternellement de prisonnier. Karl échappe un instant à l'emprise du roi et se retrouve près de Catherine. Les blessures du monstre apparaissent toujours sur lui. Il n'existe aucune opération mentale capable de retirer proprement les années de peur, les meurtres, le désir de possession et l'enfant abandonné. Catherine le prend dans ses bras. Son apparence change une dernière fois. La guerrière disparaît. Elle devient une figure maternelle, calme et lumineuse, exactement ce que Karl avait cherché dans toutes ses poupées, ses images et ses victimes silencieuses. Une présence qui ne le frappe pas, ne l'humilie pas et ne l'abandonne pas au moment où il demande de l'aide. Elle lui dit qu'il peut rester auprès d'elle. Le garçon sait que ce n'est pas possible. Son corps réel meurt déjà dans le laboratoire. Le roi continuera à revenir tant que Karl vivra. Et même si Catherine pouvait prolonger cette connexion, elle ne pourrait effacer ce que l'adulte a fait. Le jeune Karl regarde le bassin. L'eau se trouve au centre de toute son existence. Son père l'a maintenu sous la surface pendant son baptême. Ses crises neurologiques sont liées à cette expérience. Ses victimes meurent enfermées dans l'eau. Même son souvenir de l'oiseau repose sur une noyade présentée comme un acte de protection. Dans l'univers du roi, l'eau était une arme. Dans celui de Catherine, elle pourrait devenir autre chose, une fin. Karl lève les yeux vers elle, puis il lui demande de le sauver. Lorsque le jeune Karl demande à Catherine de le sauver, il ne réclame plus une sortie. Il réclame une fin. Catherine voulait croire qu'une partie innocente pouvait être séparée du tueur adulte, protégée, puis ramenée vers une forme de paix.
Mais le combat lui a montré la vérité. L'enfant, l'homme et le roi partagent la même existence. La souffrance du garçon a donné naissance au monstre et les crimes du monstre ont définitivement contaminé ce qu'il restait du garçon. Aucun geste ne peut rendre Karl à l'enfance qu'il aurait dû connaître. Aucune thérapie ne peut annuler les femmes mortes. Le jeune Karl se blottit contre Catherine. Son apparence à elle évoque désormais une présence maternelle, douce et protectrice. Ce n'est pas un hasard. Pendant toute sa vie intérieure, Karl a cherché une figure incapable de l'abandonner. Il l'a imaginée dans ses poupées, dans les images religieuses, dans les corps féminins transformés en objets silencieux. Mais parce qu'il ne savait pas aimer sans posséder, tout ce qu'il désirait protéger finissait enfermé. Catherine lui offre enfin ce qu'il cherchait, une présence qui le regarde sans haine. Puis elle le conduit vers l'eau. Dans l'esprit de Karl, l'eau n'a jamais été neutre. Son père l'utilisait comme instrument de terreur, maintenant son fils sous la surface au nom d'une purification religieuse. Plus tard, Karl a reproduit cette domination dans ses cellules de verre. Il choisissait le niveau, le rythme et l'instant exact où ses victimes perdaient leur souffle. La noyade était devenue sa signature parce qu'elle était d'abord sa blessure. Dans le monde de Catherine, le bassin est différent. L'eau y reste calme, lumineuse, presque paisible. Pourtant, sa douceur ne change pas sa fonction. Catherine tient Karl contre elle et l'immerge lentement. Le garçon ne lutte pas, il ne frappe pas, ne cherche pas à remonter et ne se transforme pas en créature. Il accepte le geste parce qu'il croit enfin ne plus être seul. La différence entre cette mort et celle imposée aux victimes ne se situe donc pas dans le résultat. Elle se trouve dans le rapport de pouvoir, l'intention et le consentement intérieur du garçon. Mais cette distinction ne rend pas la décision innocente. Catherine est venue dans l'esprit de Stargurr comme thérapeute. Elle en ressort après avoir volontairement provoqué sa mort. Même si Karl était condamné par sa maladie, même si le roi semblait impossible à contenir, même si l'enfant suppliait d'être délivré, Catherine franchit une frontière que son métier lui interdisait jusque-là de traverser. Elle ne guérit pas son patient. Elle accepte qu'il n'existe plus de guérison possible. Au-dessous de la surface, le visage du jeune Karl se détend. Le roi disparaît en même temps que lui. Il n'y a plus de trône, plus de servantes, plus de manteaux gigantesques, ni de créatures soumises. Sans l'enfant terrorisé pour alimenter son pouvoir, le monstre perd sa raison d'exister. Karl adulte apparaît une dernière fois. Il prend le garçon dans ses bras. Cette image réunit les fragments qui avaient passé tout le film à se poursuivre. L'adulte ne fuit plus son enfance. L'enfant ne se cache plus derrière le roi. Ils descendent ensemble dans le bassin, comme si Catherine avait enfin permis à Karl de reconnaître ce qu'il était avant de disparaître. Il la remercie. Ces mots ne peuvent pas effacer ses crimes. Ils ne transforment pas Stargurr en victime pure, ni Catherine en sauveuse parfaite. Ils indiquent seulement que, dans les dernières secondes de son monde mental, Karl comprend ce qu'elle lui a donné. Non pas une nouvelle vie, mais la fin de sa guerre intérieure. Catherine reste sur la rive. Au fond de l'eau, l'homme et l'enfant flottent sans mouvement. Leur position rappelle les victimes conservées dans les cellules de verre. Ce rapprochement renverse le pouvoir de Stargurr. Lui qui observait des femmes mourir derrière une paroi devient à son tour un corps silencieux sous la surface. Pourtant, Catherine ne l'observe pas avec satisfaction. Elle lui dit adieu. Puis elle active son capteur. Dans le laboratoire, les écrans signalent immédiatement l'effondrement des fonctions vitales de Karl. Myriam se précipite vers lui. Elle tente de le ranimer et demande l'aide de Catherine. Catherine ne bouge pas. Son refus est calme, mais irréversible. Elle sait que l'arrêt du corps correspond à ce qu'elle vient d'accomplir dans l'espace mental. Ramener Karl signifierait peut-être ramener aussi le roi, l'enfant prisonnier et le cycle entier de violence. Elle choisit de laisser le cœur s'arrêter. Ce moment est la zone morale la plus sombre du film. Catherine a sauvé Julia indirectement, libéré l'enfant intérieur et détruit le royaume d'un meurtrier. Mais elle a également pris seule la décision qu'un homme ne devait plus revenir à la conscience. Le film ne lui accorde pas un triomphe. Il lui laisse le poids de ce choix. Pendant que le corps de Stargurr est emporté, Valentine gémit. Le chien ne connaît ni les crimes ni la structure mentale de son maître. Il connaît seulement l'homme qui le nourrissait, le caressait et partageait son espace. Catherine s'agenouille auprès de lui et tente de le rassurer.
Cette relation rappelle une vérité que l'enquête ne pouvait pas simplifier. Carl Starger n'était pas incapable de toute affection. Il pouvait aimer un animal et assassiner des femmes. Il pouvait protéger son chien et transformer ses victimes en objets. La présence d'une part sensible ne neutralise jamais la responsabilité de la part criminelle. C'est précisément ce qui rend son esprit si difficile à juger. Starger n'était pas un monstre venu d'un autre monde. Le monstre avait été construit avec des matériaux humains. La peur, la honte, le besoin d'amour, la colère et le désir de ne plus jamais être impuissant. The Cell ne prétend pas que toutes les victimes de maltraitance deviennent violentes. Il montre plutôt comment Carl a utilisé son traumatisme comme fondation d'un pouvoir qu'il a ensuite choisi d'exercer sur des innocentes. Julia, elle, survit. Après avoir repris son souffle dans les bras de Novak, elle retrouve l'homme qu'elle devait épouser. Leur mariage aura finalement lieu loin de la cellule, comme une reprise de la vie que Starger voulait interrompre. Cette information arrive presque discrètement, sans grande cérémonie. Julia ne devient pas un symbole éternel de souffrance. Elle retourne vers son avenir. Pour Novak, son sauvetage justifie l'enquête, mais ne supprime pas les conséquences de la connexion. Il a ressenti une torture qui n'a laissé aucune cicatrice visible. Son corps a récupéré, mais sa mémoire conserve la salle du roi, les instruments et la sensation d'être ouvert vivant. L'expérience lui a également montré que Catherine disait vrai depuis le début. Les personnes enfermées dans le coma peuvent posséder des mondes entiers. Et ce qui s'y passe possède une réalité émotionnelle aussi forte que le monde physique. Quelques semaines passent. Catherine récupère chez elle, loin des salles blanches du centre. Elle paraît reposée, mais certaines images continuent de la suivre. Lorsqu'elle voit de l'eau utilisée contre une figure maléfique dans Le Magicien d'Oz, elle détourne le regard. L'association est immédiate. Ce qu'elle a fait à Carl n'appartient pas à un rêve qu'elle peut simplement oublier. Novak lui rend visite avec Valentine. Le chien entre avec prudence, puis reconnaît Catherine. Il s'approche d'elle avec une confiance totale. Novak a obtenu que l'animal lui soit confié, offrant ainsi une seconde vie au seul être vivant que Carl semblait traiter avec tendresse. La chatte de Catherine se cache d'abord sous les meubles. Valentine attend sans l'attaquer. Peu à peu, les deux animaux s'approchent et acceptent la présence l'un de l'autre. La scène paraît légère après tout ce que le film vient de montrer, mais elle résume la philosophie de Catherine. Deux êtres différents, méfiants et incapables de communiquer, peuvent encore apprendre à partager le même espace si aucun des deux n'essaie de dominer l'autre. Catherine continue donc de croire à la possibilité du lien, pas parce que cette croyance lui a toujours donné raison, parce qu'elle vient d'en découvrir le prix. Le centre autorise finalement l'expérience qu'elle réclamait au commencement. Edward pourra entrer dans son monde à elle. L'inversion testée clandestinement avec Starger devient une méthode envisageable pour le garçon catatonique. Catherine ne sera plus obligée de poursuivre Edward dans un désert gouverné par sa peur. Elle pourra l'accueillir dans un espace où elle contrôle les dangers et où Moki Locke ne décide pas de toutes les issues. L'expérience avec Carl produit ainsi une conséquence profondément paradoxale. Un tueur impossible à sauver rend possible une nouvelle tentative pour sauver un enfant. Catherine ne termine pas le film guérie de son propre besoin de secourir les autres. Elle reste la même femme, mais son optimisme a changé. Au début, elle croyait que pénétrer assez profondément dans un esprit permettrait forcément d'y retrouver quelqu'un. Désormais, elle sait que certaines portes s'ouvrent sur une personne qui peut revenir, et que d'autres ne s'ouvrent que pour permettre un dernier adieu. Carl voulait transformer chaque conscience en cellule. Catherine, elle, continue de chercher comment en faire un passage. Une fois l'histoire terminée, certaines images de The Cell refusent de retourner à leur place. Le cheval sectionné derrière des panneaux de verre. Le roi Starger se levant devant un manteau rouge retenu par des anneaux plantés dans sa chair. Catherine immobile sous une coiffure noire monumentale. 3 femmes identiques observant Novak dans un désert mental. Un enfant descendant sous l'eau dans les bras de l'homme qu'il deviendra. On peut oublier l'ordre exact de certaines scènes. On oublie difficilement ces visions. C'est là que se trouve la victoire la plus incontestable du premier long-métrage de Tarsem Singh. The Cell ne se contente pas de raconter que Catherine pénètre dans un esprit malade.
Le film cherche à inventer une matière visuelle pour chaque émotion enfouie. La peur devient architecture, le désir devient costume. La honte prend la forme d'une pièce où un enfant attend le retour de son père. La domination se transforme en cérémonie royale. Dans la réalité, Karl Starger est un homme malade, capturé et plongé dans le coma. Dans son inconscient, il est gigantesque. Tout ce que son corps ordinaire ne peut pas imposer aux autres est agrandi jusqu'à l'excès. Ses costumes occupent l'espace avant même qu'il parle. Son trône l'élève. Ses victimes sont rangées autour de lui. Le décor accomplit ainsi ce qu'un long dialogue psychologique aurait expliqué beaucoup plus lourdement. Karl a construit un univers où personne ne peut lui rappeler son impuissance. Le travail d'Eiko Ishioka joue un rôle essentiel dans cette transformation. Ses créations ne semblent pas avoir été ajoutées après la conception des personnages. Elles donnent aux personnages leur fonction. Lorsque Starger porte ses manteaux immenses, il ne ressemble plus à un criminel caché dans une maison. Il devient une institution de la terreur. Lorsqu'il apparaît avec des structures rigides, des bijoux corporels ou des prolongements presque animaux, son corps cesse d'avoir des limites humaines. Catherine traverse elle aussi plusieurs identités par le vêtement. Dans le monde réel, elle possède une apparence accessible, pratique, liée à son travail. Dans les espaces mentaux, elle devient successivement guide, intruse, objet de désir, servante, guerrière et figure maternelle. Chaque transformation indique qui contrôle le rêve à cet instant. Lorsque Starger lui impose une tenue inconfortable et théâtrale, il tente de décider ce qu'elle est. Lorsqu'elle crée sa propre armure dans son monde, elle reprend le droit de se définir. Les costumes racontent donc la bataille avant les gestes. Le maquillage poursuit la même logique. L'horreur de The Cell ne repose pas principalement sur la quantité de sang montré, mais sur la modification des corps. Une peau devient une surface décorative. Un visage humain prend l'immobilité d'une poupée. Le roi se couvre de blessures comme s'il portait ses propres supplices avec fierté. Cette capacité à rendre les êtres familiers presque méconnaissables a valu au film une nomination à l'Oscar du meilleur maquillage. La photographie de Paul Laufer soutient constamment la séparation entre les mondes. Le laboratoire est froid, horizontal, contrôlé par les lignes des machines et des vitres. La maison de Starger paraît pauvre, sale et physique. Les espaces intérieurs, au contraire, abandonnent la logique quotidienne. Ils cherchent des compositions frontales, des silhouettes isolées et des couleurs capables d'annoncer une émotion avant que le spectateur sache ce qui arrive. Le rouge n'y représente pas une seule chose. Il peut devenir pouvoir, violence, désir, blessure ou rituel. Le blanc peut évoquer l'innocence de Catherine dans le désert, puis la froideur d'un corps transformé en objet. L'eau peut tuer Julia, réveiller le traumatisme de Karl ou offrir à l'enfant une dernière forme de silence. Cette richesse visuelle explique également le principal reproche adressé au film. Pour certains critiques, les images dominent trop fortement le scénario. L'enquête policière suit une structure familière, un tueur en série, une dernière victime, un compte à rebours, un agent obsédé et une piste découverte au dernier moment. La psychologie de Karl utilise aussi une origine que le thriller criminel avait déjà souvent exploitée. L'enfance violente censée expliquer la formation du meurtrier. The Cell prend un risque supplémentaire en consacrant beaucoup de temps à la souffrance de Karl, tandis que plusieurs de ses victimes restent surtout présentes comme des corps ou des images. Le film nous donne le nom, la résistance et la survie de Julia, mais les femmes déjà assassinées sont principalement intégrées au musée intérieur de leur bourreau. Cette décision sert la logique de Starger, tout en reproduisant partiellement son regard. C'est une limite importante. Comprendre la naissance d'un monstre peut enrichir un récit. Cette compréhension devient dangereuse lorsqu'elle fait disparaître les personnes qui l'a détruite. Catherine maintient une distinction morale en refusant d'excuser les crimes, mais sa fascination pour l'enfant Karl occupe une place que les victimes n'obtiennent jamais entièrement. Le film demeure pourtant plus ambigu que la simple formule selon laquelle une enfance malheureuse produit un meurtrier. Le père de Karl ne commande pas ses crimes depuis le passé. L'adulte construit lui-même ses cellules, choisit ses victimes et transforme sa douleur en droit de domination. Son traumatisme fournit une origine à ses symboles. Il ne supprime pas sa responsabilité.
Vincent D'Onofrio incarne cette contradiction avec une présence physique particulièrement lourde. Son quart réel semble parfois absent, recroquevillé et incapable d'habiter normalement son corps. Le roi, lui, envahit tout. L'acteur ne présente pas ces versions comme deux personnages totalement séparés. On retrouve dans la grandeur du souverain quelque chose de l'enfant qui joue à devenir invincible. Jennifer Lopez adopte un registre opposé. Catherine ne peut pas rivaliser avec Starger par l'excès. Elle reste attentive, silencieuse et concentrée. Sa douceur n'est pourtant jamais une passivité complète. Elle désobéit aux scientifiques, revient après avoir été capturée et inverse la procédure sans autorisation. Son défaut principal naît de sa plus grande qualité. Elle croit que toute personne cachée mérite qu'on aille la chercher. Vin Vohns apporte à Novak une fatigue nerveuse qui empêche le personnage de devenir un simple agent héroïque. Il veut des réponses immédiates, se méfie du langage thérapeutique et juge Starger à travers les victimes. Mais lorsqu'il entre dans son esprit, sa position change. Il découvre que la douleur mentale peut être ressentie comme une blessure physique et qu'une identité peut être détruite sans qu'aucune arme ne touche le corps. La musique d'Howard Shore relie ces registres. Elle ne cherche pas toujours à souligner l'action. Elle accompagne les cérémonies, les espaces immenses et le sentiment que le spectateur assiste à quelque chose d'ancien, alors même que l'histoire repose sur une technologie expérimentale. Le laboratoire appartient à la science-fiction. L'esprit de Starger appartient presque au mythe. À sa sortie en 2000, cette combinaison a fortement divisé la critique. Certains ont vu un exercice de style vide ou complaisant. Roger Ebert, au contraire, l'a placé parmi les expériences les plus impressionnantes de l'année, estimant que son audace visuelle n'empêchait pas l'implication émotionnelle. Le public a également répondu présent. Avec environ 104 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé à 35 millions, The Cell n'est pas resté une curiosité sans spectateur. Son succès montre qu'un thriller de studio pouvait encore proposer une esthétique aussi étrange sans renoncer entièrement à la tension populaire. Son héritage ne vient cependant pas d'une franchise majeure. Une suite produite plus tard n'a pas retrouvé les personnages, les interprètes, ni l'ambition visuelle du premier film. The Cell a surtout survécu comme objet autonome, transmis par ses images, redécouvert par les amateurs de costumes, d'horreur psychologique et de cinéma surréaliste. La restauration 4K publiée en 2025, avec les montages cinéma et réalisateurs approuvés par Tarsem Singh, confirme cette nouvelle lecture. Un film autrefois souvent réduit à la formule du style sans substance est désormais étudié précisément pour la manière dont son style produit du sens. Car ici, l'image n'est pas une décoration posée sur l'histoire. Elle est l'histoire. Le cheval découpé explique la peur de perdre ce que l'on aime. Le manteau du roi explique la compensation d'une ancienne impuissance. La cellule transforme le contrôle en architecture. Le bassin final retourne l'arme du meurtrier contre le royaume qu'il avait créé. The Cell reste imparfait, parfois excessif et moralement dérangeant. Il hésite entre enquête policière, conte thérapeutique, cauchemar artistique et spectacle d'horreur. Mais cette instabilité lui donne aussi sa force. Le film paraît toujours sur le point de perdre le contrôle, exactement comme Catherine risque de perdre son identité dans l'esprit de Starger. Et lorsqu'il se termine, le véritable malaise ne vient pas seulement des monstres aperçus. Il vient de la question laissée derrière eux. Si chaque conscience est un monde, jusqu'où peut-on entrer chez quelqu'un avant de devenir responsable de ce qu'on y détruit ? Il reste pourtant une dernière chambre à ouvrir. La cellule du titre ne désigne pas uniquement la prison de verre dans laquelle Julia attend la mort. Elle n'est pas non plus seulement une référence au cerveau, à ses connexions ou aux espaces mentaux visités par Catherine. Dans The Cell, presque chaque personnage vit à l'intérieur d'une structure qui limite ses mouvements, transforme sa perception et lui impose une règle dont il ne sait pas immédiatement comment s'échapper. Julia possède la cellule la plus visible. Ses parois sont transparentes, mais cette transparence ne lui offre aucune liberté. Elle peut voir le mécanisme, observer les caméras et comprendre progressivement ce qui va lui arriver. Elle ne peut pourtant atteindre personne. La prison de Starger devient ainsi plus cruelle qu'un cachot plongé dans l'obscurité. Julia voit le monde extérieur sans pouvoir y participer.
Karl vit dans une cellule plus ancienne. Elle ne possède pas de mur matériel. Elle s'est construite pendant son enfance à partir de la peur de son père, de l'absence de sa mère et de la certitude que toute affection finit par provoquer une punition. En grandissant, il ne détruit pas cette cellule. Il l'agrandit jusqu'à pouvoir y enfermer d'autres personnes. C'est l'une des idées les plus sombres du film. Karl croit devenir libre lorsqu'il prend le contrôle. En réalité, chacune de ses victimes confirme qu'il reste soumis à la logique de Martin Starger. Son père associait l'amour à l'humiliation, la religion à la peur et l'autorité à la souffrance. Karl reproduit cette structure avec de nouveaux outils. Il remplace la baignoire par une cage perfectionnée, la punition improvisée par une minuterie et l'autorité paternelle par le roi. Son royaume ne représente donc pas une évasion. C'est une cellule décorée comme un palais. Le jeune Karl y reste enfermé parce que le roi a besoin de sa terreur. Sans l'enfant caché, le souverain perdrait l'histoire qui justifie son existence. Il doit continuellement lui rappeler que le danger reviendra, que personne ne peut le sauver et que seule une puissance absolue permet de survivre. Le bourreau dépend ainsi de la victime intérieure qu'il prétend protéger. Catherine possède elle aussi une prison, même si elle paraît plus noble. Elle est enfermée dans son besoin de rejoindre ceux qui ne peuvent plus répondre. La mort de son frère a laissé derrière elle une conversation inachevée. Son travail auprès d'Edward lui permet de continuer cette conversation sous une autre forme. Cette motivation produit une thérapeute exceptionnelle. Elle lui donne la patience nécessaire pour reconnaître une personne derrière un corps immobile. Mais elle la pousse également à franchir des limites que d'autres considèrent comme indispensables. Catherine entre une seconde fois dans l'esprit de Starger alors qu'elle sait déjà qu'il peut l'emprisonner. Elle reste auprès du jeune Karl quand Novak veut partir. Elle promet de revenir sans savoir si elle pourra tenir cette promesse. Puis elle inverse secrètement la procédure, exclut ses collègues de la décision et provoque finalement la mort du patient. Son empathie ouvre les portes. Elle l'empêche parfois de voir qu'une porte peut aussi se refermer derrière elle. Novak, de son côté, vit d'abord dans la cellule de l'enquête. Tout doit devenir preuve, adresse, trajet ou non. Il ne peut pas consacrer du temps à l'enfant Karl, car Julia est encore vivante. Cette rigidité semble opposée à la compassion de Catherine, mais elle représente elle aussi une forme de protection. S'il accepte de regarder Starger comme un enfant blessé, il risque de détourner son attention des femmes assassinées. Novak maintient donc une frontière morale que Catherine rend plus fragile. Pour lui, la souffrance passée du tueur peut expliquer certains symboles, mais elle ne doit jamais devenir le centre émotionnel de l'affaire. Son voyage mental force pourtant cette frontière à s'ouvrir. Dans le royaume de Starger, Novak n'est plus l'agent qui examine les conséquences de la violence. Il devient le corps sur lequel cette violence s'exerce. Même après son réveil, l'absence de blessure ne suffit pas à annuler l'expérience. Il comprend alors que la conscience peut être enfermée, humiliée et presque détruite sans qu'une cellule réelle apparaisse sur une photographie de police. Edward représente la dernière cellule du récit. Contrairement à Karl, il n'a commis aucun crime et ne cherche pas à contrôler les autres. Son corps reste pourtant inaccessible, tandis que son esprit produit un désert où Mokilok gouverne la peur. La technologie pourrait lui offrir une sortie, mais elle peut également devenir une nouvelle forme d'intrusion. Le film se termine sur l'autorisation d'inverser le transfert pour lui. Cette décision paraît porteuse d'espoir, mais l'expérience avec Starger nous empêche de la considérer comme parfaitement sûre. Lorsque Catherine invite Edward dans son monde, elle pourra contrôler l'environnement. Ce contrôle la rendra-t-il protectrice ou lui donnera-t-il un pouvoir trop important sur la réalité du garçon? The Cell ne répond pas. Il préfère laisser la technologie dans une zone incertaine. La machine peut permettre à un enfant isolé de communiquer. Elle peut sauver Julia en révélant un indice caché. Mais elle peut également transformer l'esprit en scène d'interrogatoire, abolir la frontière entre thérapie et enquête ou permettre à un visiteur de provoquer la mort d'un patient. Le dispositif n'est donc ni bon ni mauvais par nature. Tout dépend de la personne qui décide d'entrer, de celle qui fixe l'objectif et de l'autorité capable de dire quand l'expérience doit s'arrêter. Or, Catherine désactive précisément cette autorité lorsqu'elle verrouille les commandes. Son choix peut être compris. Le jeune Karl l'a aidé,
et personne d'autre ne considère sa souffrance comme une urgence. Pourtant, cette compréhension ne supprime pas le problème. Catherine agit seule parce qu'elle se croit la seule personne capable d'entendre ce que Karl demande. Elle devient à la fois thérapeute, témoin, juge et exécutrice. Le film transforme ainsi la compassion en question morale. Faut-il toujours tenter de sauver la partie innocente d'un être humain, même lorsque cet être a détruit plusieurs vies? Peut-on séparer la personne qu'il fut des actes qu'il a commis? Et lorsque cette séparation devient impossible, qui possède le droit de décider que la mort représente une délivrance? Catherine répond par un geste. Le film, lui, ne demande pas au spectateur de considérer ce geste comme une vérité universelle. L'eau finale paraît paisible parce qu'elle appartient à Catherine, mais elle reste de l'eau. Le corps du garçon cesse de lutter. Le cœur de Karl s'arrête dans le laboratoire. Le changement de décor et la douceur de l'image ne doivent pas masquer la réalité de l'acte. Cette ambiguïté rejoint une autre cellule, moins visible encore. Le cadre de l'écran. Starger transforme ses victimes en spectacles privés. Il installe des caméras, enregistre les noyades et conserve les images. Il ne veut pas uniquement tuer, il veut revoir. La caméra lui permet de posséder l'instant après la disparition de la victime. Le spectateur de The Cell se retrouve donc dans une position volontairement inconfortable. Nous regardons les mêmes compositions que le tueur a construites. Nous admirons parfois leur beauté visuelle. Nous observons ses costumes, ses cérémonies et les corps transformés en tableaux. Le film sait que son royaume est répugnant, mais il le rend également fascinant. Cette fascination est-elle une victoire de Starger? Pendant quelques instants, oui. Son univers attire davantage le regard que le laboratoire, le commissariat ou les pièces ordinaires. Le roi comprend instinctivement que le pouvoir passe par la mise en scène. Il ne veut pas seulement dominer Catherine, il veut impressionner celle qui le regarde. Mais Tarsem Singh retourne progressivement cette fascination contre le personnage. Plus le royaume paraît somptueux, plus sa fonction devient claire. Chaque ornement cache une peur. Chaque costume monumental compense une humiliation. Chaque victime immobile prouve l'incapacité de Karl à accepter un être humain libre. La beauté du monde mental cesse alors de témoigner de sa puissance. Elle témoigne de l'énergie immense qu'il doit dépenser pour ne jamais regarder l'enfant qu'il était. Catherine brise cette mise en scène lorsqu'elle l'oblige à redevenir Karl. Elle retire au roi ses distances, ses servantes et son trône. Le personnage le plus puissant du film redevient finalement un homme portant un garçon blessé dans ses bras. Cette dernière image n'efface pas les victimes. Elle ne demande pas non plus de pardonner. Elle montre simplement que le royaume entier reposait sur une séparation impossible à maintenir. Karl voulait croire que l'enfant était faible et que le roi était puissant. En réalité, le roi était la peur de l'enfant devenu adulte. Voilà pourquoi The Cell conserve sa force malgré ses excès. Il utilise les images les plus extravagantes pour atteindre une idée profondément intime. Un être humain peut passer sa vie à construire un monde entier afin d'éviter une seule vérité sur lui-même. Julia survit parce qu'elle refuse la fin écrite par Karl. Novak réussit parce qu'il accepte d'entrer dans une réalité qu'il ne comprend pas. Catherine avance parce qu'elle refuse d'abandonner une conscience derrière une porte fermée. Karl, lui, échoue parce qu'il ne cherche jamais une sortie. Il cherche seulement à devenir le maître de sa prison.